Bonjour à tous. Alors comme d'hab, ils me font toujours passer après tous les intervenants, histoire que j'ai bien l'impression. Alors, moi je me présente rapidement, Joris Maras, bien sûr c'est un nom d'emprunt, je m'appelle Céline Maras dans la réalité des faits. Je suis donc psychologue, psychothérapeute au sein de la MAS et du Family Floralie, ainsi que l'Institut d'éducation motrice Les Jonquilles à Frémin-Merlebac. Alors, je vais essayer de faire rapide. On a parlé de sexualité, où ma collègue Noémie l'a fait largement mieux que moi, donc c'est parfait. On a parlé droit et on va maintenant parler amour. Alors, je le dis tout de suite, préparez-vous à un film de Noël pour l'amour suite à mon intervention parce qu'on ne va pas parler de l'amour que vous voulez. Je vais revenir très rapidement, juste histoire de poser un peu le contexte. Le décret du 9 mai 2017, je n'ai pas besoin de le représenter pour la majorité d'entre vous, la redéfinition du polyhandicap. Je reprends juste 3 éléments qui me serviront pour la suite. Un dysfonctionnement cérébral précoce est survenu au cours du développement, j'insiste sur ce point-là, des difficultés au niveau de la construction des relations avec l'environnement physique et humain, c'est l'humain qui m'intéresse là-dedans, et la fragilité physique, psychique et sociale. Ok, on garde bien ça dans un coin de sa tête. Il va y avoir beaucoup de prérequis, mais rassurez-vous, à la fin, ça vaut le coup. J'espère. Alors, quand on parle psy et qu'on parle amour, ironiquement, nous les psys, l'amour, on en parle très peu. Vous venez souvent chez nous voir en nous disant « il est amoureux, mais je ne suis pas amoureuse » ou « je suis amoureux et il n'est pas amoureux, ça va pas, je suis triste, blablabla ». Nous, concrètement, ce qu'on entend avec l'amour, c'est ça. C'est qu'on va surtout chercher comment vous tombez amoureux. Parce que finalement, être amoureux, c'est du concept. L'idée, c'est que vous avez 4 grands styles d'attachement. Je ne vais pas rentrer plus loin que ça dans le détail. On pourra en rediscuter, que ce soit pendant les pauses ou cet après-midi pendant les ateliers. On vise globalement tous l'attachement sécure, hein, le saint graal de l'amour. Pour vous donner juste des chiffres, en gros, l'attachement sécure, c'est un peu moins d'une personne sur 2. Donc faites votre calcul, regardez votre voisin et votre voisine. De là, vous avez les deux qui sont, on va dire, les plus répandus, le type d'attachement anxieux évitant et le type d'attachement anxieux ambivalent. Ici, simplement, sur ce diapo, on a mis anxieux pour anxieux ambivalent. Et le dernier, le désorganisé. D'accord ? Globalement, dites-vous bien que si c'est une personne sur 2, en général, qui est dans le cadre d'un attachement anxieux, ça veut dire que nos résidents font partie aussi. Bien entendu, ils ne sont pas compris dans les stats, mais ils ne font pas défaut par rapport à ça. Donc, si ça c'est l'amour, finalement, qu'est-ce qui est important ? C'est important de comprendre que ces attachements, ils se définissent pendant l'enfance, et ce, peu importe votre niveau de développement. Même le niveau de développement le plus basique du monde, il est important, il est intéressant. De la même manière, c'est ça qui va créer des difficultés par la suite à établir des relations saines, de la même manière que vous allez avoir en tant que parent des difficultés à établir des relations saines parce que les signaux d'attachement sont potentiellement anarchiques. D'accord ? À la fois je t'aime et je te fuis, et tout ce qui peut avoir en lien avec ce rapport-là. Et pour terminer rapidement là-dessus, tout dépend de l'attachement des parents. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas charger la mule en disant tout est de la faute des parents, loin de là. L'idée, c'est simplement que si vous avez déjà un attachement qui n'est pas sécure, il y a des chances pour que ça se transmette. Simplement parce que les modèles internes opérants que vous allez mettre en place vont amener le même type d'attachement chez l'enfant. Rapidement, pour ceux qui ont lu Piaget, parce que vous avez tous fait vos devoirs avant de venir, si ce n'est pas le cas, allez le lire. Globalement, au niveau du polyhandicap, Piaget, on va le retrouver au niveau des stades 1 et 2, le stade sensorimoteur et le stade préopératoire. Très concrètement, il y a quoi là-dedans, pour ceux qui n'ont pas fait leur devoir ? Le stade sensorimoteur, ce qui va nous intéresser, c'est les 2 dernières capsules, tout ce qui est réaction et interaction, et l'apprentissage par l'expérience. D'accord ? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les prérequis développementaux liés à l'attachement sont présents dans la grande majorité, presque je dirais l'écrasante majorité, des personnes qui sont en situation de polyhandicap et de handicap de façon plus générale. D'accord ? Partant de ce postulat, on ne peut pas nier quelque chose d'autre qui est aussi en lien, c'est le fait qu'il y a un développement à la fois physiologique, physique, mais aussi psychique, normalisé finalement dans les premières étapes de la vie. Je m'entends, en parlant de développement, on parle du principe de plaisir. Le principe de plaisir, c'est quoi ? C'est ce qui vous donne envie d'avoir quelque chose, mais votre principe de réalité va vous dire « Non, ça coûte 3 500 €, c'est un petit peu cher, on est à la fin du mois, je ne le ferai pas. » Vous avez un principe de plaisir qui est régulé, ce n'est pas forcément le cas de tous nos résidents. Je veux aller à Europa Park, mais il est 19h30, c'est compliqué. Principe de plaisir oblige, ça m'amène à être dans une colère, dans une frustration. Et étant donné que c'est un principe de plaisir encore très archaïque, on a du mal à le réguler en interne. Donc on va le réguler en externe via ce que nous, on va mettre en place au niveau éducatif. D'accord ?
toujours dans cette même logique, votre principe de plaisir, quand vous évoluez, vous en tant que grande personne adulte, mature et douée de capacité d'autorégulation, votre principe de plaisir ressemble à ça. Les informations rentrent dans votre cortex préfrontal, elles vont se balader au niveau de votre aire tegmentale ventrale et elles repartent au niveau du cortex préfrontal en passant par tout ce qui va à côté. C'est comme ça que ça marche quand vous avez du plaisir dans quelque chose. Et c'est pour ça que vous revenez sur du plaisir de manière presque illogique parfois. Mais l'idée, c'est que vous voulez, votre corps cherche à avoir du plaisir d'une manière ou d'une autre. Et le souci dans notre histoire, c'est que les différentes zones cérébrales qui dégagent le plaisir, elles sont connues. On sait comment ça marche. C'est même pas très compliqué à vrai dire. Mais on sait que si demain on vient stimuler directement ces zones-là, on peut créer chez vous des comportements qui vont aller à l'encontre de votre bonne santé. Et ça marche pareil pour nos résidents. C'est-à-dire que quand le principe de plaisir il est trop fort, ça va aller au-delà de tout. Ça va aller au-delà des besoins fondamentaux, au-delà des besoins physiologiques, au-delà des besoins de sommeil, et j'en passe et des meilleurs. Donc il faut bien comprendre que quand on parle de plaisir chez nous, qui nous sommes entre guillemets à peu près régulés, on ne parle pas du même besoin de plaisir et du même principe de plaisir que chez nos résidents. Je vais fixer un truc, alors c'est une citation que j'ai un peu revisitée, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'auteur, mais en gros, les paroles d'une maman, que j'ai rencontrée à l'époque où j'étais encore en stage, ça fait quand même quelques années déjà, qui disait, en parlant de son fils, « Il m'aime mais ne peut pas être amoureux ». Et je trouvais que c'était une jolie façon de sortir un peu de ce problème, de dire « Il ne peut pas être amoureux mais en même temps il m'aime ». Parce que finalement, mon fils, il peut m'aimer parce que j'ai un vrai lien avec lui, et je sais qu'on s'aime, c'est pas juste quelque chose qui est unilatéral, mais il ne peut pas être amoureux parce que c'est trop compliqué pour lui. Et si on avait 1h30 de plus, je vous aurais dit, c'est quoi l'amour pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, et vous m'auriez répondu comme des personnes avec un bon cerveau, bien cortiqué, vous m'auriez sorti plein de concepts et plein d'exemples. Le problème, c'est qu'en parlant de ça, on passe à côté du sujet. Et le sujet principal, c'est quoi finalement, et finalement, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? C'est que la vie sexuelle et affective, rassurez-vous, c'est au fond, je vais le lire, tout va bien, c'est que chez l'humain, la question du comportement sexuel, de la manière générique qu'on l'entend, elle est en grande partie dissociée de la fonction de reproduction aujourd'hui. Finalement, on embraye sur ce qu'on disait avant, c'est que ça joue un rôle important entre les individus, mais pas tant au niveau sexuel pur et dur. De la même façon, le comportement sexuel, il n'est pas lié seulement à une question d'hormones, d'accord? Ça ne se limite pas à « il a les hormones en ébullition, donc il va avoir des comportements qui en découlent ». Aujourd'hui, on est censé comprendre que la recherche de plaisir physique, l'intérêt du comportement sexuel, il se décline aussi dans le désir sexuel, dans la séduction et dans la construction de la vie affective. La vie sexuelle et affective, elle prend tout ça en compte, et pas uniquement le « je suis amoureux » ou « je veux une intimité ». Et donc, du coup, se pose la question, finalement, si tous les prérequis sont là, de quoi on a besoin pour tomber amoureux? Alors, au risque de vous décevoir, c'est assez simple. On a besoin, dans le cadre de l'amour, d'une attirance physique, d'accord? C'est un vieux truc, hein, Jacques Chardon, de 1937, il avait déjà bien compris le truc. Donc tout ça, vous le savez, là, je ne vous apprends rien. De la même manière, Sternberg, à l'époque, il a défini l'amour en disant, dans l'amour, on a 3 trucs. On a l'intimité, la passion et l'engagement. Encore une fois, ça, normalement, vous le maîtrisez, vous le savez. Ça ne règle pas le problème de nos résidents. Ça ne règle pas la question de qu'est-ce qu'on fait quand un résident dit à un pro « Eh ben, je t'aime un peu plus que ce qu'il faudrait ». Dit d'une autre façon. Hein. L'objectif, c'est que Sternberg, à l'époque, avait défini ce que c'est l'amour. Alors là, profitez-en, c'est le moment de voir où vous êtes dans le triangle. L'idée, c'est que si tout va bien, vous êtes dans un amour accompli, parce que vous avez droit à de l'intimité, vous avez droit à de la passion, et vous avez droit à de l'engagement. Nos résidents, finalement, ils ont droit à de l'intimité, ils ont droit à de la passion, parce que eux, la passion, ils la nourrissent, il n'y a pas de problème. Donc on se retrouve dans de l'amour romantique. Et effectivement, on retrouve beaucoup de résidents qui sont dans quelque chose de très romancé par rapport à l'amour. Parce que c'est quelque chose de très théorique, c'est quelque chose qui va venir beaucoup d'une culture cinématographique, ou en tout cas de ce qu'ils peuvent entendre, parce que, qu'on soit clair, quand on parle au moment du café, nos résidents nous écoutent et apprennent beaucoup de choses sur ce que nous on vit. Donc ils n'ont pas besoin, finalement, de se créer un autre amour. Mais l'idée, c'est que finalement, les prérequis de l'amour, c'est quoi? On l'a dit, un bon striatum et un bon noyau accumbens et une aire tegmentale ventrale. Mais surtout, la fameuse dopamine. Et on a besoin de dopamine dans l'amour. Pourquoi? Parce que c'est ça qui principalement fait que nos résidents ont des troubles du comportement liés à l'amour en général. Pourquoi? Parce que la dopamine, sous ses airs de petite copine un petit peu sympa,
Alors, elle est sympa parce qu'elle permet de se rapprocher de l'être aimé, blablabla, de faire du lien. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a un autre effet, c'est qu'elle a une logique addictive. Quand on va venir chez nos résidents leur expliquer pour la 15e fois que non, ça ne peut pas se faire parce que la pro, elle est en couple et que finalement, ça ne se fait pas les relations entre pro et résidents, on est surtout en train de travailler sur une logique addictive. Maintenant, on va changer les mots. Monsieur, vous consommez de l'héroïne depuis 30 ans. Je vous demande d'arrêter parce que ça ne se fait pas de consommer de l'héroïne pendant 30 ans. Est-ce que vous croyez que le monsieur va dire « vous avez tout à fait raison ». Et d'autant plus que monsieur a potentiellement des compétences neuronales que nos résidents n'ont peut-être pas toutes. Donc, finalement, le véritable amour, c'est quoi? Prenez des notes, c'est maintenant que ça devient intéressant. Vous prenez un peu d'ocytocine. Vous la collez dans votre organisme, idéalement de manière assez chronique. C'est là que ça va venir quand il y a des câlins, des rapports sexuels, de l'intimité, quelle qu'elle soit. C'est plutôt pratique parce que ça crée de la confiance en soi, donc ça on le prend toujours. Et en plus, ça fait baisser le niveau de cortisol. On l'a dit avant, il y a des gens qui vont avoir une activité masturbatoire avant de dormir, simplement parce que c'est pratique. Entre l'anxiolytique et la masturbation, il y en a un qui est remboursé par la Sécu, l'autre pas. De la même manière, l'effet psychologique, cette sensation de proximité, ça favorise l'attachement. Hein, de la même manière, après les rapports sexuels, on a des études qui nous montrent que les gens se sentent plus amoureux qu'avant. Ils ne sont pas plus amoureux, rassurez-vous, ils sont simplement sous l'effet de l'ocytocine. La vasopressine, parce que c'est très sympa. Alors, je le dis en amont, il n'y a pas de piqûre de vasopressine, parce qu'on m'a déjà posé la question, parce que c'est l'hormone de la fidélité et de l'attachement. On ne peut pas la rajouter ex nihilo. Elle joue un rôle dans le cadre de l'engagement durable. Et alors là, on a un vrai souci par rapport à ça. Parce que nos résidents, eux, ils sont baignés de vasopressine. Pourquoi? Globalement, les directrices, chefs de service, directeurs, visent à avoir le moins de turnover possible au niveau de leur pro. Donc c'est bien parce qu'on crée un environnement dans lequel ils voient tout le temps les mêmes personnes, de manière très régulière. On dit aux patients, vous voyez, ça c'est un lapsus, on dit aux pros, soyez gentils, soyez dans quelque chose d'empathique, soyez présents, mettez-vous au niveau. Si je vous fais le même principe avec quelqu'un, au bout d'un moment, vous allez me dire, écoute, il est quand même sympa ce mec-là, puis finalement, je m'entends bien avec lui, puis il est toujours présent, il est toujours acteur du truc, et vous allez très certainement commencer à ressentir pas mal de choses comme ça, si j'enlève toutes les normes sociales dont on parlait, qui vont dire, il ne faut pas tomber amoureux de lui, il ne faut pas machin, etc. Et le dernier, un peu de sérotonine, parce que ça fait toujours plaisir, et c'est elle qui va créer le problème. La sérotonine, elle est sympa tout le long. Le problème, là où elle est moins sympa, c'est au moment où vous avez la diminution de la sérotonine. Pourquoi? Vous avez la pro ou le pro qui part en congé maternité, en congé paternité, en congé maladie, qui va faire une formation, qui va se barrer en tout cas du service pendant un temps. On baisse l'apport en sérotonine. Qu'est-ce qui se passe? La sérotonine, votre cerveau, lui, l'aime bien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'aime bien la sérotonine, va vers la sérotonine. Et donc, pour faire ça, il va créer des sensations que vous connaissez bien, des sensations d'hyperfocus, des sensations de manque. Il va vous faire penser, souvent, très souvent, à une personne, à un contexte, à tout ce qui est en lien avec cette personne. Et bizarrement, vous avez des résidents qui vont vous dire, mais il revient quand? Et c'est quand que je revois machin? Et qu'est-ce qui devient machin? Et cet hyperfocus peut durer pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Parce que tant qu'il n'y a rien qui a pris la place, ça continuera à exister. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, finalement on a tout dit et rien dit. Moi je vous ai juste dit que les résidents peuvent tomber amoureux. Globalement ça vous le saviez déjà si vous êtes là. Aujourd'hui ça fait quoi, le fait d'être amoureux au niveau de nos résidents? Eh bien, je vais vous demander de vous intéresser à tout ce que je vous dis. Imaginez-vous le PPI, le PAI, le PIP, peu importe comment vous l'appelez chez vous. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de l'estime de soi, développement de la résilience et favoriser la compétence sociale. Ce seraient des axes qu'on mettrait bien dans un PPI, finalement. C'est pratique. Imaginez-vous que maintenant je vous dis, il suffit que votre résident soit amoureux pour que ça fonctionne. Ce serait quand même pratique. Il faudrait presque qu'ils soient tous amoureux, il faudrait faire une obligation à l'amour du coup. Et bien l'idée c'est qu'en fait, en travaillant à contre-pied de ce genre de relation, attention, l'idée n'est pas de dire qu'il faut valider les relations entre pro et résidents, qu'on soit d'accord. Simplement, en validant tout ça, on est déjà en train de travailler là-dedans. Parce qu'on a l'aspect psy, mais on a l'aspect physique aussi. Qu'est-ce qui se passe quand on est amoureux? On a un système immunitaire qui va s'améliorer. On a une réduction des douleurs physiques potentiellement. Forcément, quand vous avez la tête là-dedans, vous ne l'avez pas ailleurs. De la même manière, un sommeil qui est censé être amélioré aussi. Alors, avec masturbation ou pas, ça c'est un autre débat. Et
une longévité et un bien-être général qui va mieux. Regardez les exemples qu'on vous donne sur les réseaux sociaux avec les vieux couples, avec des gens qui vous disent « on est en couple depuis 70 ans, on ne supporte pas mais on s'aime », et avec ce côté où on vous vend un peu cette breloque en disant « c'est hyper important, c'est parce qu'ils sont amoureux qu'ils sont heureux ». À voir s'ils sont heureux parce qu'ils sont amoureux. Donc finalement, concrètement, je vais arriver un peu dans le sujet qui nous intéresse. L'amour et le handicap, c'est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas donner la même définition de l'amour dans le cadre du handicap. Le handicap, aujourd'hui, par rapport à l'amour, c'est quelque chose qui va transcender le défi physique et cognitif qui va se poser. Vous n'êtes pas amoureux en étant en situation de handicap, comme vous l'êtes en n'étant pas en situation de handicap. Et j'insiste sur ce propos-là, il n'y a pas de continuum entre tous les amours qui peuvent exister. Pour autant, il y a un continuum dans le fait d'être amoureux. Ok ? Toujours dans la même logique, on a plusieurs types d'amour, notamment dans le handicap, l'amour romantique dont on a parlé, l'amour familial et l'amitié. On peut aimer des pros de manière amicale, aimer des résidents, etc. Et l'amour de soi. Et ça, c'est un point qu'on voit fleurir sur les PPI de plus en plus ces derniers temps, c'est comment on peut travailler l'estime de soi au niveau du résident. Comment on peut l'amener à apprendre à s'aimer soi. Mais c'est des mots sur lesquels on est encore un tout petit peu frileux. C'est de se dire comment on peut être amoureux de soi. Parce qu'il y a un côté très, très pédant, un peu narcissique. Alors que dans la vérité, c'est qu'on est les premiers à dire « mais si t'es belle, mais si t'es beau », et de dire bah, « les raisons, ils sont tous beaux », alors que dans la réalité des faits, on a ce regard extérieur qui nous rappelle malheureusement toujours que la société, elle, ne juge pas que le beau, il est complètement dans nos institutions. Finalement, dans le cadre de l'impact, on a effectivement les difficultés de communication et de perception, tout ce qui va bien par rapport à ça. Vous avez, à côté de ça, la réduction de l'autonomie affective, qui malheureusement va, dans le cadre du handicap, jouer un gros lien. Et vous avez, dans tout ça, deux points qu'il ne faut pas oublier, c'est que la question de la perception de l'attachement, elle est largement altérée. Parce que l'important, c'est pas tant l'attachement en soi, c'est comment vous le percevez. Si je vous dis « machin est amoureux de vous » et que vous me dites « non, c'est pas vrai, c'est juste un ami », libre à vous de le penser. Libre à moi de penser qu'il y a plus que ça. C'est une question de perception. On s'en fout d'avoir des certitudes. De la même manière, au niveau de l'autonomie affective, c'est pas pour rien qu'on va être dans l'hyper-compliment parfois chez certains résidents, et on va un peu donner plus que de raison. Je reprends les autres interventions que j'avais pu faire en disant qu'on a une fenêtre de tolérance. En hypo et en hyper, on pourrait presque dire qu'il y a des résidents qui sont en hypo-affection, et il faut plus de compliments, plus d'affection que la moyenne pour les réguler. Toujours pour terminer un peu là-dessus, on a la vulnérabilité émotionnelle de nos résidents, je ne reviens pas là-dessus, vous le savez potentiellement même mieux que moi, à quel point ça peut être compliqué et à quel point ça peut être violent quand effectivement il y a de l'affect négatif qui va rentrer en ligne de mire, et l'exigence de soutien adapté, mais qui pour le coup s'adresse non pas aux résidents, mais surtout aux pros et aux aidants, parce que le soutien affectif et émotionnel qu'on peut proposer à nos résidents, ce n'est pas le soutien affectif qu'on est censé proposer à nos amis, à nos potes et à notre famille. Avoir des mots du genre « ça va venir, il y en aura bien un jour qui », c'est un peu léger, d'accord ? Soyons francs, vous, je peux vous dire, il y en a 15 000 dehors qui vont peut-être se bousculer, tant mieux. Je ne peux pas dire qu'il y a 15 000 personnes en situation de handicap qui vont se bousculer pour venir dans la masse, précisément pour toi. On a l'amour est dans le pré, on n'a pas encore l'amour est à la masse. Je propose l'idée, hein, après... L'objectif, c'est aussi de reprendre un petit peu derrière tout ça, cette notion de permettre de ressentir ce sentiment de sécurité et d'appartenance, parce que c'est réellement ça qu'on cherche finalement dans l'amour, au-delà de l'amour un petit peu cliché, c'est cette notion, on appartient à quelque chose, on appartient à un groupe. Parce qu'on a beau essayer de créer ça de manière un peu artificielle parfois au sein de nos équipes, en disant qu'il faut faire du team building, etc. Il ne faut pas oublier que si on n'a pas un groupe de résidents qui est dans un sentiment d'appartenance, un sentiment très intégré, alors finalement on n'a pas de soutien social interne et on perd un gros levier d'agissement sur la suite. Alors les situations d'amour en institution, on en a plein, mais qui ont déjà été reprises par les mamans qui nous en ont parlé avant, donc merci à toutes les Céline qui sont passées avant moi. Vous en avez trois grandes, hein, c'est pas très compliqué, l'inter-institution, la relation entre résidents et la relation avec le pro, ou avec les pros de l'extérieur qui viennent faire du BTP, mais qui a un autre débat. On a aussi dans cette logique-là, et je le dirais voilà, très simplement, d'habitude je prends toujours des citations en disant voilà, la langue française est bien faite, là j'ai pas trouvé de citation, en tout cas pas de bon esprit. Ce que j'aurais tendance à vous dire, finalement, être fou ou folle de quelqu'un, ce serait de l'amour au CHS, et on peut aller plus loin là-dedans. Mais à un moment donné, la langue française, elle est taillée pour qu'on puisse comprendre toutes ces choses-là. Alors, l'idée, c'est qu'à côté de ça,
À quoi on sert en tant qu'aidant et en tant que pro dans cette histoire-là? On sert finalement pas à grand-chose, parce que finalement on n'est pas armé. Mais le problème, c'est bien l'armement qu'on a face à ça, et pas la bonne volonté qu'on peut avoir. La bonne volonté, ça, il y en a plein, j'ai aucun doute là-dessus. La question du soutien et de l'éducation des familles, parce que j'insiste sur l'éducation des familles et des pros. De la même manière, l'accompagnement des parents et ou des aidants. Nous, en tant que pros, on est déjà aidants. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que finalement, c'est le seul endroit auquel on se retrouve tous, c'est le fait de vouloir bien faire et de vouloir aider. On a plusieurs instances, notamment dans les institutions où je travaille, qui viennent réguler, qui viennent théoriser, penser cette relation. Alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, les réunions de vie affective et sexuelle ou autre, peu importe. J'ai entendu des réunions intimité, etc. Peu importe comment vous en parlez, tant que vous le pensez. Parce que c'est bien le seul outil qu'on a en plus que tout le reste, c'est qu'on peut penser les choses. Et derrière ça, ne pas oublier que les partenaires, qu'ils soient extérieurs ou qu'ils soient familiaux, avant tout sont des alliés. On ne peut pas faire sans les partenaires. D'accord ? Vous allez me dire, oui, mais certains résidents n'ont plus de famille. Certes, c'est bien le seul moment où on a l'obligation, d'une certaine manière, de faire le boulot à leur place. Mais c'est quand même beaucoup plus simple quand on peut travailler avec des proches et pas uniquement avec des partenaires. Et je terminerai un petit peu là-dessus pour les personnes qui se disent « Oui, mais moi, mon institution, c'est compliqué parce que dans mon institution, les gens ne sont pas pour le décret de 2005 et puis ils ne sont pas trop d'accord. » Vous faites comme ça. Vous leur dites « Est-ce que vous êtes pour la lutte contre les tabous et les stéréotypes ?» S'ils vous disent non, c'est qu'il y a déjà un problème, il faut revoir en termes de recrutement. « Est-ce que vous êtes pour l'encouragement de l'inclusion sociale ?» Logiquement, ils vous disent oui. « Est-ce que vous êtes pour le soutien et l'accompagnement spécifique ?» Ils vous disent oui. Est-ce que vous êtes pour favoriser l'autonomie? Eh bien, s'ils vous disent oui, c'est super bien, parce que c'est les 4 grands axes qui sont repris dans la loi de 2005 sur le handicap en France. Donc, partant de là, l'idée, c'est quoi, finalement? C'est de se dire que les personnes qui sont dans une problématique liée à la question de la sexualité, de l'intimité, de l'affectivité, etc., on n'est pas dans un problème réel. Et j'en reviens à ceux qui étaient là les autres années, je ressors ma fameuse triade réel, symbolique, imaginaire, c'est que le problème, il est rarement situé au niveau du réel. Il est très souvent situé au niveau du symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engage une relation, qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit avec une personne d'autre religion, d'autre ethnie? Ou de la même manière, qu'est-ce que ça engage une relation imaginaire? Si mon fils, ma fille rentrent dans des relations sexuelles, ça va devenir un dépravé, ça va devenir quelqu'un qui fait n'importe quoi. Ce que j'entends complètement comme peur imaginaire, ce que je n'entends pas comme peur au sein des institutions. Parce qu'on est censé justement avoir travaillé ça, que ce soit en GAP, que ce soit avec votre thérapeute, avec le psy, peu importe. Ça, c'est bien le moment où on arrive à la limite entre ce qu'on peut travailler dans le cadre de l'institution et ce qui vous appartient de travailler en dehors de l'institution. En conclusion, par rapport à tout ça, on a finalement 4 grands axes. On a le fait que l'amour et l'affection en institution n'est pas un sujet à débat. À vrai dire, toute mon intervention, elle s'articule autour de ça. Ça n'est pas une intervention qui devrait exister. Tout ce que je vous ai dit depuis le départ, c'est de légitimer avec des vrais arguments, ce que vous savez déjà, c'est le fait que ça existe. Que vous pouvez bien torturer le sujet dans tous les sens que vous voulez, à la fin, ça existe neurologiquement. Vous pouvez me dire que non, c'est pas vrai, que c'est une interprétation de l'esprit, que certaines théories psychanalytiques disent que non, qu'on a des enfants ou des adolescents, des adultes qui sont anencéphaliques et qui n'ont pas de cerveau et qui ne peuvent pas ressentir de sentiments. Mais pourtant, bizarrement, ils préfèrent certains pros, ou ils préfèrent certains repas, ou ils préfèrent quelque chose. S'il y a une préférence, alors il y a un principe de plaisir. S'il y a un principe de plaisir, il y a une affection pour quelque chose ou quelqu'un. Donc partant de là, on ne peut pas nier ça. De la même manière, les compétences neurologiques, je l'ai dit avant, existent au niveau de l'écrasante majorité des résidents. Je n'ai aucun doute que quelqu'un, un jour, me donnera tort en me disant « ce résident-là, il ne peut pas tomber amoureux ». Tant mieux, super. Ça ne change pas l'écrasante majorité. De la même manière, il y a effectivement, le professeur Pile disait très bien avant, on a la question de la sexualité, effectivement, on a des gens qui peuvent ne pas avoir d'ambition, d'amour, d'envie, etc. Très bien. Ça n'empêche pas que ça soit un positionnement en termes affectifs et en termes d'intimité. Donc la non-acceptation ou le fait de ne pas faire valoir une liberté ne veut pas dire qu'on échoue face à la proposition de cette liberté. Derrière ça, l'accessibilité, elle doit intégrer des options autres, notamment le fait de pouvoir parler de traitements spéciaux, l'accessibilité par rapport à certaines pathologies. Avant, effectivement, le professeur Pi parlait de la question du sida, ça joue aussi énormément. La question des moyens de contraception, la question du suivi gynécologique. On a là quelque chose qui est en train de se développer petit à petit en France. La question, on a Handidan qui existe beaucoup, on a Handigynéco qui est en train d'arriver aussi, qui est en train de faire beaucoup de bien
tout doucement, mais ça arrive. On sait malheureusement, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais qu'on a très peu de formation au niveau des écoles de sages-femmes et des sages-femmes en général par rapport au handicap et au polyhandicap précisément, pour y intervenir. Quand moi je les embête un petit peu, on va dire ça comme ça, quand je les chamboule, elles n'y connaissent rien, et c'est pas de leur faute, simplement, on n'a pas fait assez de bruit. On fait beaucoup de bruit dans les établissements, on ne fait pas beaucoup de bruit en dehors des établissements. Parce que finalement, même ici, on est globalement entre nous, hein, on est entre gens bien, il faudrait qu'on vienne chercher un petit peu l'extérieur. Et pour terminer rapidement là-dessus, on sait que la famille, bien que parfois n'étant pas présente dans ce contexte-là, ça reste la pierre angulaire et primordiale de tout ce système. On peut faire sans. On peut travailler sans en disant il y a un droit légal en France et c'est comme ça, on n'a pas le choix. On peut. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se rajoute un problème dans l'équation. Alors, j'entends déjà certains pros de mes institutions qui vont dire oui, mais il y a des familles qui ne veulent pas travailler avec nous. Pas de problème. On ne peut pas obliger les gens à travailler. On n'est pas dans une culture du viol finalement théorique, mais on est dans une culture où on a l'obligation de proposer. On propose, on nous dit non, tant pis, pas grave. Ça nous laisse les mains libres pour faire ce qu'on veut. C'est surtout l'idée de dire, nous on a l'obligation de proposer, pas que les gens acceptent. Je terminerai là-dessus et je vous remercierai beaucoup pour votre attention. J'ai essayé d'être rapide. Ouais, ça va, je vais me faire tuer. Non, ça va. Donc merci à tous. Et comme dit cet après-midi, je n'aurai pas de stand, mais vous me verrez traîner dans le secteur. Si vous me voyez traîner et que vous avez des questions, je vous en prie à ce moment-là. Merci beaucoup, Joris. Et je t'assure que l'année prochaine, tu reviens. Je propose qu'on passe à la suite et je vais laisser la parole à Vincent et inviter ceux qui t'accompagnent à te rejoindre. Donc effectivement, pour faire suite à cette matinée et ces différentes interventions, on a fait le choix de réunir plusieurs personnes qui représentent et qui vont nous faire part de leur expérience au sein des ESMS, concrètement. Le but étant de nous raconter un petit peu ce qui peut s'y passer. Et voilà, donc on va commencer par Caroline Sujet qui... je vais te donner le micro. Et plus précisément, essayer de nous décrire un petit peu pourquoi vous vous êtes interrogé, vous, et que vous menez depuis assez peu, mais que vous commencez en tout cas une démarche autour de ce sujet au sein d'une maison d'accueil spécialisée. Oui, donc je suis Caroline, je suis coordinatrice à la MAS Lucien Gillet à Brabois depuis 4 ans. À mon arrivée, j'ai commencé à me poser des questions sur certaines pratiques. Par exemple, un résident qui était bordé de manière à avoir les bras au-dessus des draps afin de ne pas accéder à son sexe. La décision a été prise pour ce résident parce qu'il avait des comportements masturbatoires incessants jusqu'à s'abîmer le sexe. Donc c'était une décision médicale pour que le sexe ne soit pas abîmé. Alors avant, moi, je travaillais auprès de travailleurs ESAT dans un foyer. La prise en compte de la vie relationnelle et intime me semblait du coup aller de soi parce que effectivement, c'était des personnes avec qui on pouvait, qui eux amenaient leur questionnement, alors que, effectivement, à la masse, les résidents ne vont pas nous poser de questions. Donc, c'était une difficulté supplémentaire. J'ai continué ma réflexion lors de la signature de la charte vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. La charte qui a été établie par le Centre de santé sexuelle de Lunéville, l'AUIM, le CAPS, la Croix-Rouge et l'OHS. Je pense que Madame Damance et Madame Honoré en parleront peut-être tout à l'heure, je sais. Donc la charte m'a rappelé le cadre légal et ça m'a confortée dans l'importance de sensibiliser les professionnels de mon établissement sur ce sujet.
Alors, c'est ajouté à cette réflexion l'accueil de 2 résidents qui avaient des problématiques, les deux, c'était des problématiques similaires. Les pros, lors des toilettes, rapportaient des gestes déplacés, toucher de poitrine des soignants. On leur appuyait sur la tête lors des soins de proximité pour les accompagner jusqu'au sexe en érection. Donc, ces difficultés étaient rapportées en réunion et on demandait à ce que les règles soient rapportées et soient rappelées aux résidents. Mais on s'est vite rendu compte avec la psychologue, la chef de service et ma collègue que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait trouver d'autres solutions pour que ces résidents puissent vivre leur sexualité et exprimer leurs besoins. Donc j'ai contacté Madame Honoré, qui est IDE référente en santé sexuelle à l'AEIM. Pour ces 2 résidents, une consultation auprès du docteur de Horper a été mise en place, docteur de Horper qui est sexologue. Mais lors de ma discussion avec Madame Honoré, j'ai soulevé un questionnement plus collectif. Comment accompagner au mieux le résident à vivre sa vie affective et sexuelle? Quelle place et attitude adopter face à des comportements inappropriés? On a mis en place donc une table ronde avec le sexologue, le docteur de Horper, et puis des professionnels des appartements. Cette table ronde nous a amené à mettre en place une formation sur 2025 pour les professionnels de la masse. Alors, toute cette réflexion nous a permis aux professionnels de se poser plus de questions sur l'importance de la sexualité des résidents. Suite à cette table ronde, on a pu discuter. Une collègue aide-soignante qui me dit ah bah tiens, j'ai tel résident, il se tape les oreilles jusqu'à se faire saigner, mais je remarque qu'après la crise, il s'isole dans les toilettes pour se masturber. Peut-être que la crise a un rapport avec une difficulté de ce côté-là. Donc voilà, on en est là dans le travail. Donc on a, je pense, une petite graine et il faut maintenant qu'elle soit, qu'on continue dans ce sens. Merci beaucoup. On va continuer avec vous, Madame Guittard et Madame Martin, à la fois infirmière et psychologue au sein de la Horgne. Je crois que vous avez avancé un petit peu plus votre réflexion, que ce soit en termes de formation, en termes de mise en place d'activités, d'accompagnement. Je crois qu'on peut même parler d'une love room au sein de votre structure. Donc, on aimerait beaucoup que vous nous faisiez part de votre expérience et de où vous en êtes aujourd'hui. Donc, bonjour à tous. Alors effectivement, au sein du Dame la Horgne et de l'association de façon plus générale, l'accompagnement à la vie affective, intime et sexuelle prend vraiment jeunesse dans les années 90 auprès de la mémoire vive de l'accompagnement à la vie intime. Suite aux campagnes anti-sida. Vraiment, ce que disait Monsieur Pi, c'était ça, nous. On a vécu ça. Après la sensibilisation des usagers au sida, on est revenu sur l'accompagnement à la vie affective et sexuelle. Et donc plus concrètement, au sein vraiment du dispositif d'accompagnement médico-éducatif actuel, l'accompagnement à la vie intime se fait vraiment de façon pluridisciplinaire et globale, au travers de plusieurs modules, enfin ce qu'on appelle modules ou ateliers, qui débutent avec le groupe Puberté que Tiang anime. En binôme avec des professionnels éducatifs, on les sensibilise sur la puberté, sur les changements corporels, sur la contraception, sur le consentement, l'intimité, la pudeur, voilà, tout ce qui peut se faire dans les établissements médico-sociaux. Après, il y a l'accompagnement à la vie affective pour les adultes. Par le photolangage, oui, aussi. Oui. Après, il y a aussi le module photolangage, vie affective. Enfin, il y a plein de modules pour accompagner nos usagers de leur arrivée, 13-14 ans, jusqu'à leur sortie. Et point culminant de l'accompagnement, donc en juin 2016, si je ne me trompe pas, suite à une formation auprès d'une sexologue, donc pas encore Céline Boivin, mais en tout cas qui nous a rejoint par la suite, Noémie, nous avons mis en place un espace intimité. Donc on ne l'appelle pas Love Room, c'est vraiment espace intimité. Ni chambre, espace. Effectivement, parce que pour nous c'est un espace vraiment d'expression de la vie affective, pas forcément de la sexualité. Donc on a préféré retirer le mot love ou le mot chambre pour éviter d'y apporter nos propres représentations, on va dire. D'ailleurs, dans cet espace, il n'y a pas de lit.
Le premier espace, il y avait un petit matelas par terre avec des coussins. Et maintenant, on s'est agrandi. Donc, dans le deuxième espace, il y a un clic-clac qu'on peut ouvrir. Mais il n'y a pas volontairement de lit. Donc la mise en place de cet espace, il a été assez, assez houleux. Déjà, premièrement, c'était vraiment une volonté de la direction. Ça, on l'a toujours dit. Si on n'a pas une équipe qui va vraiment appuyer et porter le projet, ça va être très difficile de pouvoir le porter par une ou deux personnes. Il faut vraiment une équipe très soudée. Donc nous avons commencé par cette formation qui nous a aidé à pouvoir déjà poser nos propres limites sur l'ouverture de cet espace. Donc pour qui, comment, pourquoi. Les premières limites donc, étaient vraiment ouvertes à nos internes continus, donc qui sont là vraiment 365 jours par an. À savoir qu'au sein de l'IM-Pro, on avait vraiment des chambres seulement en binôme à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, les jeunes présents 365 jours par an n'avaient jamais de moments vraiment intimes. Ils partageaient absolument tout leur temps avec un colocataire. Donc l'ouverture déjà pour ces jeunes-là. Et bien sûr en dehors des créneaux d'apprentissage, donc pas sur les temps d'atelier ou scolaire, donc après 16 heures, donc principalement pour les internes. Il y a un protocole d'accès, donc suite à la formation, on a réfléchi sur un protocole d'accès, et donc on a créé ensemble. Avant l'accès, ils font la demande. Si c'est un couple qui veut avoir accès, il vient demander à n'importe quel professionnel. Et la demande est retransmise aux membres du COPIL qui gèrent cet espace. Et donc, il y a des entretiens qui sont mis en place. Ces entretiens ont pour objectif de vérifier la concordance du vocabulaire, que les mots sont les mêmes pour les deux, et les capacités à gérer le consentement. Pas pour voir ce qui s'y passe, mais vraiment pour vérifier qu'ils sont capables de gérer la frustration, de repérer le nom si l'autre change d'avis, voilà, de gérer ce qui pourrait se passer pendant l'espace intimité. On a aussi créé un règlement de cet espace-là. Le règlement intérieur de fonctionnement, en tout cas voilà, qui pose aussi certaines limites et qui accorde quand même pas mal de droits. Donc nous, on a choisi de poser l'âge de 15 ans, qui est la majorité sexuelle, en tout cas pour les demandes conjointes. Quand on a moins de 15 ans mais qu'on fait une demande d'accès seul, voilà, c'est vraiment à n'importe quel âge. On s'est limité à 2 participants. Les 60 de Monsieur Pi, voilà, on ne se sent pas encore de pouvoir gérer. La pièce est trop petite. C'est juste ça. C'est juste ça, la pièce est trop petite. Évidemment, nous posons pas mal de limites concernant l'utilisation du téléphone portable, interdit de se filmer, interdit d'appeler des copains, interdit de violence en tout genre. On a quelques moyens qui nous permettent de pouvoir aussi sécuriser les professionnels et l'établissement, comme par exemple un téléphone qui est relié directement, le téléphone rouge. Qui est relié à l'infirmerie. Donc, ils n'ont qu'à décrocher et ça sonne à l'infirmerie. Pourquoi l'infirmerie ? Parce qu'on est sûr qu'il y a toujours quelqu'un présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a mis, bien sûr, les moyens de prévention. Le préservatif est à disposition. Et avant l'accès, on vérifie toujours qu'ils savent utiliser le préservatif. Voilà. On a aussi posé quelques libertés qui peuvent parfois en choquer certains, mais en tout cas l'absence de contraception chez la jeune fille n'est pas en tout cas un critère de refus de l'accès à l'espace intimité. On a vraiment choisi de pouvoir ouvrir cet espace à des adolescents, et pas à des adolescents en situation de handicap. Et dans les lycées, collèges, n'importe où, le manque d'accès à une contraception ne va pas déterminer, en tout cas ce n'est pas une condition d'accès à la vie intime et sexuelle pour les adolescents tout venant, donc pour les notes non plus. Merci. C'était déjà beaucoup. Très très riche. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Hop, je passe le micro à Élise Sublon. Donc Élise,
ce qu'on va rechercher dans votre témoignage, c'est donc vous êtes ergothérapeute, Oui. et on a cru comprendre que vous adaptiez l'environnement des personnes pour aider à l'autostimulation. Donc on aimerait beaucoup que vous nous en parliez, et puis aussi peut-être aborder les difficultés au sein des établissements dans le cadre de ce type d'installation. Et ce qui suit, comment vous faites et quelles sont éventuellement les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de la mise en place de ces installations. Alors du coup, comme il l'a dit, je suis ergothérapeute et moi on me sollicite souvent parce que Jean-Pierre, il se masturbe toute la journée, il se frotte sur le plot d'abduction de son fauteuil roulant, mais il n'y a jamais d'éjaculation. Donc après, on me demande, on ne pourrait pas faire quelque chose parce que on voit bien qu'il essaye, mais il n'y arrive pas parce que les mains ne sont pas bonnes, le plot n'est pas aérodynamique. Donc après, je réfléchis avec les orthoprothésistes. J'ai été orthoprothésiste avant, donc c'était une demande que j'avais régulièrement de créer des matelas d'abduction, ou les matelas moulés, je pense que vous en avez dans vos établissements, même chez les adultes, pour que ça soit aérodynamique, que la forme facilite la masturbation, que ça soit facilement lavable pour les équipes, que ça soit pratique à mettre, à ôter, qu'on ne touche pas les parties génitales, enfin voilà. Et du coup, j'ai l'habitude de faire ce genre d'adaptation. J'ai aussi préconisé des sextoys pour faciliter la masturbation pour des résidents où ils essayent mais ils n'y arrivent pas parce que voilà. On en a parlé un petit peu pour les sécheresses vaginales, mais le lubrifiant, ça marche bien pour ceux qui s'abîment le pénis. Souvent, en fait, ils y vont comme des bourrins parce qu'ils ne savent pas se masturber, ils ne savent pas comment faire. Ils n'utilisent pas le précom ou ce que vous voulez, et du coup, en fait, ça glisse pas et ils s'abîment. Et en fait, juste des fois, le lubrifiant, ça suffit à résoudre le problème. Donc voilà. J'ai déjà installé les films porno, audio érotique, voilà, tout ce que vous voulez pour faciliter la stimulation des résidents. Jamais d'introduction de sextoys vaginal ou anal, parce que c'est interdit, et puis voilà. Et les grands freins que je rencontre, c'est quand je suis en vacances, par exemple, ou si je suis en arrêt, en congé mat, qui va installer la vaginette, qui va mettre le film porno aux résidents. Et du coup, ça veut dire que pendant 6 mois, il n'a pas de séance de masturbation, donc il est frustré, il va pas bien, réapparition des troubles du comportement. Je suppose que vous en avez tous, des personnes polyhandicapées avec des contentions qu'on met en combi et en néoprène, parce qu'ils touchent à leur protèque. Et donc, on leur interdit d'aller toucher leur partie génitale parce que sinon, ils mettent des selles partout. Et voilà, comment on fait, par exemple, pour qu'eux, ils puissent accéder à leur partie génitale. Donc, dans certains établissements où j'ai bossé, on avait travaillé sur ce qu'on appelait le quart d'heure tout nu. On les enfermait dans une salle de bain pour pas qu'ils sortent tout nus voir les autres résidents. Et sans protèque, sans rien, sans contention. Et on les laissait faire ce qu'ils avaient envie de faire. Alors oui, par contre, ça demande un effort des équipes parce qu'après, il y en a partout, littéralement. On se rend compte qu'après, par contre, une fois qu'ils ont compris qu'ils avaient le droit et que voilà, il y a moins de sel parce qu'ils sont plus frustrés. Donc il y a moins de nettoyage, mais ça pose toujours la question du c'est le vendredi de 14 à 15, la Corinne elle est absente. Du coup, il n'y a personne pour nettoyer, on est en effectif réduit, c'est les vacances. Du coup, le quart d'heure tout nu, il saute. Puis elle veut pas nettoyer le sperme parce que le sperme d'éjaculation nocturne, ok. Le sperme de masturbation, là, non, surtout pas. C'est vrai, c'est véridique, hein. On me l'a déjà dit. Donc voilà, ça c'est les grandes choses. Voilà. Et du coup, le gros souci que je rencontre, c'est que c'est souvent personnel dépendant. Moi, je veux bien le faire, mais qui le fera si je pars de l'établissement? Et c'est la grosse problématique qu'on rencontre. Voilà, du coup. Merci beaucoup, merci. Et puis on va finir du coup avec Julie Mandel. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Julie, elle est responsable du centre ressources Intimagir. Du coup, vous déambulez à l'appel des établissements du coup, pour y intervenir. Ce qu'on recherche dans votre intervention ici, c'est peut-être d'avoir une forme d'état des lieux de ce que vous avez pu rencontrer, et puis peut-être une mise en dimension sur le droit commun autour de ce sujet. Super, merci. Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Julie Bandel. Je suis effectivement responsable du centre ressources Intimagir et du dispositif Handigynéco. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de vous montrer ce qu'on a pu se rendre compte sur le territoire régional. Donc pour rejoindre ce que disait Élise, et c'est complètement ça, malheureusement, aujourd'hui, l'approche de la vie intime, affective et sexuelle des personnes institutionnalisées est complètement professionnelle dépendant.
C'est-à-dire que, quel que soit l'établissement, vous n'êtes pas sûr d'être traité de la même manière sur ces thématiques dans tel ou tel établissement. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que déjà vous vous posez la question, c'est déjà pas mal. Mais dans certains établissements, on a pu me dire non, mais vous savez, ça ne nous concerne pas, hein, ils n'en sont pas là. Hein. Donc vous l'avez vu, hein, depuis ce matin, on vous explique que si, hein, ils en sont tous là, vous inquiétez pas. Hein, là, il n'y a pas forcément... le retard ne joue pas forcément. Et effectivement, le fait que ce soit professionnel dépendant pose la problématique justement de comment, quand je mets en place quelque chose, ça soit suivi par mon collègue, comment si je m'en vais, je suis ergothérapeute dans une masse, je mets en place et puis demain je change de boulot parce que c'est ma vie aussi. Du coup, les personnes que j'accompagnais n'ont plus accès à ce que je proposais. Alors dites-vous, vous allez au travail, hein, vous avez des droits, et puis demain vous changez de directeur général, puis on décide de vous réduire votre salaire ou vous n'avez plus accès à votre bureau parce que c'est bon, on estime que vous n'en avez pas besoin. Forcément, c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu ce qu'ils vivent quand même au quotidien. Donc, pour reprendre un petit peu cette vision générale, pour éviter que ce soit trop professionnel dépendant, il est important que dans vos institutions, ce soit pris en compte d'un point de vue institutionnel et associatif. Vous l'avez dit également, si ce n'est pas le cas, malheureusement, les professionnels s'épuisent et on arrive à des difficultés, à des problématiques de mettre en place, c'est pas suivi, ou alors des craintes. On a relevé, nous, dans notre diagnostic, énormément de paradoxes dans les établissements. Des paradoxes autour de la tension de liberté et de sécurité. À quel moment je permets la liberté et à quel moment je permets quand même d'être dans mon rôle de sécurité de la personne que j'accompagne. Des paradoxes autour du respect du droit de la personne et du règlement qu'on m'impose, de la peur de la sanction. On a des professionnels en établissement qui nous disent ouais, vous êtes gentils, vous nous dites faut leur permettre une liberté, faut leur permettre plein de choses, sauf que moi la dernière fois que j'ai permis ça, j'ai failli me faire virer. Ouais, j'entends qu'effectivement ça peut être problématique. C'est pour ça que c'est vraiment primordial que cette thématique soit prise en compte d'un point de vue institutionnel, qu'elle soit portée dans un projet d'établissement, dans vos projets personnalisés, pour que ça ne soit plus une question, en fait, au même titre que l'alimentation, que l'hygiène, que d'autres thématiques, que ce soit plus une question qui repose sur le professionnel que la personne a en face d'elle. Pour vous aider un petit peu à mettre en place cette structure autour de cette thématique, vous avez, alors je pense que le professeur Pi a pu vous en parler un petit peu, mais vous avez un cadre légal qui vous accompagne. Ce cadre légal, premièrement, c'est la circulaire du 5 juillet 2021 qui a été mise en place par Sophie Cluzel, qui demande à tout établissement médico-social de permettre un accompagnement à la vie intime, affective et sexuelle de la personne accompagnée, qui vous demande de nommer des référents au sein de vos établissements pour justement pouvoir amener cette thématique et d'être moteur dans ces actions. Alors attention, hein, le référent, c'est pas monsieur et madame sexe, dès qu'il y a un truc, on renvoie vers cette personne. C'est pas le but, parce que justement, et c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au-delà que ce soit institutionnalisé et cadré, il faut que ça soit traité au quotidien et par tous. Alors attention, je ne demande pas à tout le monde et à tout professionnel de parler de sexualité, mais la vie intime, affective et sexuelle, et vous l'avez vu par les différentes interventions, c'est très large. L'amitié, les compétences psychosociales, le bien-être, son bien-être personnel, les émotions, etc. Ça fait déjà partie de la vie intime, affective et sexuelle. Et il faut pouvoir être en capacité de permettre aux personnes déjà d'accéder à ces notions au quotidien. Et c'est le fait de pouvoir y accéder au quotidien qui permettront aussi de faire monter en compétence les personnes qu'on accompagne et de pouvoir vivre une vie intime, affective et sexuelle en toute liberté et en toute sécurité. Parce que au-delà de ces thématiques, je vais terminer très vite. Je me dépêche. La circulaire vous demande aussi d'établir
Voilà. Merci Corinne. Un cadrage en cas de violence. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous, on nous appelle en cas de violence. Et seulement quand il y a des cas de violence, on va réfléchir à ce qu'on met en place pour une vie intime, affective et sexuelle. Donc s'il vous plaît, réfléchissez-y avant. Et vous pouvez nous contacter, Intime Agir, sans problème pour qu'on puisse vous accompagner là-dedans. Voilà, merci. 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 Merci à vous. Merci beaucoup. Tu vois, Caroline, tu étais fine, stressée, mais ça a été nickel. Tu n'en peux plus. D'accord. Désolée, Julie. Alors, juste pour vous dire que cet après-midi, elles seront sur les stands. Julie sera là. Elle reste avec nous. On la kidnappe. Donc, vous pourrez poser toutes les questions cet après-midi sur les stands. Je vous propose de laisser la place à nos amis belges. Juste une précision, tout à l'heure j'ai mis un logo moins de 13 ans, c'était surtout par rapport aux propos. Je ne l'ai pas précisé, et Bruno Pi l'aurait fait s'il était encore là. Il n'y a pas d'âge pour avoir des relations sexuelles. Et la sexualité n'est pas interdite. Seules les violences sexuelles sont interdites, mais la sexualité n'est pas interdite, peu importe l'âge. Donc, tout à l'heure on a entendu parler de majorité sexuelle. C'est souvent un petit peu une déformation. Il n'y a pas d'âge. À partir du moment où on aurait le droit d'avoir une sexualité, on peut en avoir à tous les âges. Quand on parle de majorité sexuelle, c'est l'interdiction pour un majeur d'avoir des rapports sexuels avec un mineur de moins de 15 ans. Ça, c'était déjà interdit, mais maintenant, on part du principe que le mineur de moins de 15 ans n'est pas consentant, donc c'est en fonction de ce qui a été fait, ça va être qualifié d'agression sexuelle ou de viol, mais il n'y a pas d'âge, donc il n'y a pas de notion de majorité sexuelle. N'importe quel enfant, tant que c'est consenti, peut avoir des relations sexuelles. Merci pour cette précision. Je te le reprends après. Merci. On a la chance aujourd'hui d'accueillir nos amis de Belgique. Je vais vous laisser vous présenter. Du coup, vous allez voir, je vais aussi faire des grands signes hein, parce qu'on est à la bourre complet. Mais ne le prenez pas mal. Donc voilà, on voulait avoir ce regard-là aussi et vos apports. Bonjour. Donc voilà, merci de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de l'approche de la Belgique sur le sujet justement de la vie relationnelle, affective, intime et l'accès aux soins gynécologiques de la personne polyhandicapée. Vous pouvez être surpris en regardant le programme. Je ne suis pas Sarah Dubru, c'est peut-être pour ça la barbe. Non, Céline, j'ai dit. Voilà, c'est vrai, Céline. Mais parce que dans le programme, ça marque. Voilà, Céline Dubru, ni l'un ni l'autre. Voilà. Donc on va vite se présenter et aussi les organismes pour lesquels on travaille. Je te laisse commencer, Jocelyne. Donc moi je suis Jocelyne Burnotte. Je suis un peu particulière parce que je suis maman et j'étais professionnelle. J'ai pris ma retraite à Fontaine, donc chez nous 65 ans, puis 66 l'année prochaine et 67 l'année prochaine d'après. Donc voilà, il y en a qui se plaignent mais ils me pètent un peu dans la soie. Hein. Donc, je suis présidente de l'APCUB. L'APCUB, c'est l'association des parents et des professionnels et des personnes polyhandicapées. Notre rôle, c'est vraiment la défense des droits des personnes en situation de polyhandicap. On fait du plaidoyer, on fait du lobbying, on fait de la représentation dans les instances et on fait des groupes d'échange aussi entre parents et professionnels. Vraiment, l'ADN de l'APCUB, c'est travailler pour que les parents et les professionnels puissent être des partenaires, non pas simplement des collaborateurs. Voilà. Voilà, donc moi je m'appelle James Decker, donc je travaille pour Wallopoly, donc l'association Wallopoly, qui a deux grands pôles, donc le service Répit, donc le service de soutien aux aidants proches, d'accompagnement, et le centre de ressources, donc le CIREP, donc le centre d'information et de ressources pour le handicap, pour lequel je travaille plus précisément, qui a les missions principales, donc c'est améliorer la qualité de l'accompagnement, donc nos éducateurs, informer, soutenir les aidants proches et dynamiser les acteurs en réseau, favoriser le partenariat entre les parents et le professionnel, donc un peu en collaboration avec l'APQ, comme Jocelyne l'a dit, et développer les savoirs et les réflexions sociétales, donc d'où un peu notre présence aujourd'hui aussi, notamment. Pour mener à bien ces missions, donc on a plusieurs actions. Donc on a un centre de documentation, on organise des visioconférences gratuites, pour l'instant elles sont toutes gratuites. On organise des formations, on développe notre réseau, notamment via l'étude INSERM sur le polyhandicap, auquel a participé Jocelyne, donc pour le CIREP.
On a des publications et on a aussi un super outil qui s'appelle CIREP+. Donc c'est notre plateforme de ressources où on met nos rediffusions de visioconférences, de colloques, nos ouvrages en PDF à disposition. Donc voilà. Si jamais vous voulez en savoir plus, je serai aussi dans les lieux après. Voilà, donc c'était un peu pour nous présenter, nous et les organismes pour lesquels on travaille. Alors en Belgique, en fait, on a eu les mêmes problématiques que chez vous, c'est-à-dire que pendant très très longtemps, ça a été un tabou total de parler de la sexualité des personnes en situation de handicap. C'était un droit qui était complètement dénié. Je ne suis pas d'accord avec l'intervenant précédent, c'est un droit. Il faut aller lire la Convention ONU du droit des personnes en situation de handicap. C'est un droit. Le droit à la sexualité, ce n'est pas un besoin secondaire. Donc, dans les années 90, les années SIDA, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des bénéficiaires qui avaient le SIDA. On ne sait pas, c'est comme la Vierge Marie. En fait, c'était vraiment par l'opération du Saint-Esprit, parce que personne ne savait comment il avait chopé. Hein. Et donc, il y a eu vraiment une grosse remise en question, interrogation de la part des directions et des membres des équipes. Et là, ça fait vraiment réfléchir. Ça a donné lieu à une charte, la charte pour agir, qui est apparue pendant les années 2000, avec un gros plaidoyer de la part des associations, surtout les personnes en situation de handicap moteur, qui ont vraiment travaillé effectivement pour que ce sujet-là devienne prioritaire au niveau politique. Voilà, donc on nous a demandé de parler de l'approche de la Belgique. La Belgique, c'est très simple. C'est un pays fédéral qui est séparé en régions, donc qui sont chacune compétentes pour ces questions-là. Vous allez peut-être penser que je vais savoir vous l'expliquer, mais à la fin, vous n'aurez pas compris, moi non plus. C'est le principe de la Belgique et des institutions. Voilà. Voilà, donc il y a 3 régions compétentes, chacune pour cette-là. Donc en Wallonie, donc nous, on vient de Wallonie, on est un peu plus au courant, au fait de ces questions-là et de comment ça se passe. C'est eux qui nous payent. Voilà. C'est l'AVIC qui est compétente, hein, donc c'est le principal organisme qui soutient et finance les initiatives EVRAS, ou VRAS. À Bruxelles, c'est le service phare, donc, qui veut dire personnes handicapées, autonomie et recherchée, donc qui coordonne les actions. Fait un peu comme l'AVIC, en un peu moins bien. J'attends avec impatience qu'il nous donne le nom de l'organisation flamande. En Flandre, voilà, on a moins d'infos, nous, parce que c'est très dur de parler néerlandais, mais on a des infos. Donc c'est l'Agentschap Zorg en Gezondheid, donc l'agence flamande pour les soins et la santé, mais également l'Agentschap Opgroeien, l'agence pour l'enfance et la famille, donc un peu voilà, qui s'occupe de ça. C'est un bon exercice d'articulation. Voilà. Donc ça, un peu faire un peu un zoom sur la Belgique. Donc nous, on va plus parler du côté wallon. Mais voilà, c'est globalement, l'AVIC et phare font la même chose. Et la Flandre, c'est un peu plus obscur, mais ils sont en avance. On verra ça après. Voilà. Donc en fait, chez nous, c'est comme je vous disais, dans les années 90, il y a eu des films, des sensibilisations. Je vous invite vraiment d'aller voir National 7, le film avec Olivier Gourmet, qui est accessible gratuitement maintenant sur Internet. C'est un très très chouette film, un peu plus ancien. Hasta la Vista, qui a été primé de nombreuses fois. Ça vaut vraiment la peine parce que ça bouscule vos préjugés, hein, franchement, c'est intéressant. Donc suite à tout ça, certains ministres plus progressistes que d'autres ont commencé à évoluer et en même temps, il y a eu la ratification par la Belgique en 2009 de la Convention ONU du droit des personnes en situation de handicap, qui est très contraignante par rapport à plein de choses et donc qui nous a énormément permis d'avancer et d'obtenir des choses au niveau donc de l'association de familles et des professionnels qui est en charge le plaidoyer et le lobbying. En 2012, il y a une demande d'une ministre, Thieu, si je ne me trompe, pour saisir le comité de bioéthique. L'avis a été rendu en 2017. Inutile de vous dire qu'ils sont quand même pas rapides, hein, mais que, honnêtement, là, ici, ils ont vraiment travaillé de manière très profonde. Ça a été un avis qui est particulièrement bien rédigé, qui pose le problème de manière générale, mais qui était dans le contexte de la législation de 2017. Alors, en 2015, par contre, donc en parallèle, en attendant cet avis qui n'arrivait pas,
la Wallonie a lancé, donc c'est la VIC, qui a lancé un appel à projet pour la création de centres de ressources pour handicap et sexualité. Il y a eu tout un travail de campagne de sensibilisation qui s'appelle « Nous avons tous droit à l'amour », qui est vraiment une campagne de sensibilisation hyper bien pensée avec des affiches, avec des spots, et pour sensibiliser le grand public et sensibiliser les professionnels du terrain et les parents. Et depuis quelques années, je ne sais plus très bien à quelle année, je regarde monsieur de la Vic là-bas, en fait, tous les services sont vivement encouragés, voire obligés, d'avoir un référent EVRAS au sein du service. Alors, ce n'est pas parfait, mais ça permet effectivement de poser cette réflexion de manière obligatoire dans tous les services, y compris ceux qui sont un peu à la traîne. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que sur le terrain, il y a énormément de difficultés par rapport au polyhandicap. Je parlais après de la définition même du polyhandicap. Et donc, effectivement, par rapport à ce public cible-là, on fait comme vous, on rame et on fait ce qu'on peut. Et par contre, il y a tous les 2 ans un salon, je ne donne pas la parole, qui s'appelle Envie d'amour et qui est un salon absolument génial, avec plein de stands de calinothérapie, de tout ce que vous voulez, Aditi avec les assistants sexuels, j'en parlerai un peu après. Et donc vraiment, ça vaut la peine de visiter. Le salon est à Namur ou à Charleroi, ça dépend d'une année à l'autre. C'est tous les 2 ans. Et c'est vraiment un salon qui vaut la peine parce que ça, en tout cas moi en tant que parent, ça m'a obligé à réfléchir à plein de choses avec lesquelles je n'étais pas encore tout à fait prête, mais ça m'a vraiment bien aidé à réfléchir. Donc le salon, tiens, je te parle. Oui, donc le salon Envie d'amour, je reviendrai dessus juste après. Donc on en a parlé tout à l'heure des régions en Belgique, donc la VIC. Voilà. Comment agit la VIC pour l'EVRAS, pour la vie relationnelle, affective et sexuelle. Déjà en formant les professionnels, donc en faisant appel des opérateurs de formation. Donc elle propose un large programme de formation spécifique pour ça, que pour les professionnels, pour les parents, voilà, donc assez réputé. Elle subventionne aussi des opérateurs VRAS, donc sur les centres de planning familiaux, en milieu scolaire ou non, en institution ou non, les centres de ressources, des ASBL. Je vois qu'il y a un bout de texte qui est en dessous, mais c'est pas grave. Je sais que c'est aussi Aditi, qui est aussi un opérateur VRAS, dont on parlera un peu plus longuement après dans la partie flamande. Et en accompagnant les services, donc en menant des audits, voir si est-ce que la législation est respectée, voilà. Donc on accompagne les services presque au quotidien, mais donc voir si tout se passe bien, faire remonter les infos, est-ce qu'il faut plus de formation, moins de formation, voilà. Petit aller-retour, voilà, pour faire avancer les choses. Comme on l'a dit tout à l'heure, à Bruxelles, Phare fait globalement aussi la même chose, vu qu'il y a des opérateurs communs avec la VIC. On peut aussi noter que Phare il met en avant des outils et des services, donc il met plus en avant d'outils et de services qu'il passe beaucoup par des partenaires, et donc il collabore aussi avec la VIC, ce qui est une très bonne chose. Notamment pour le salon Envie d'amour, j'ai un petit texte qui a sauté, c'est pas grave. Tous les 2 ans, comme on l'a dit, donc voilà, petit diapo qui a sauté, c'est pas grave. Où la VIC l'organise et invite Phare à le co-organiser avec eux tous les 2 ans dans un souci de coordination. Donc ce salon qui permet de sensibiliser, d'accompagner sur des thèmes, donc le plaisir, la liberté, les choix, les relations parentales, voilà. Ça propose des ressources, des conférences, des ateliers pratiques. Donc voilà, c'est vraiment tous les 2 ans. Donc le prochain sera en 2026. Voilà, pas la date officielle, mais je peux deviner que ce sera en 2026. Peut-être pas au même endroit. Donc en 2024, c'était très chouette. C'était dans le bas de ma rue. Voilà. Donc voilà. Donc super salon. Donc rendez-vous dans 2 ans là-bas. On revient à côté flamand, vite avant. Au côté flamand, en fait, donc ils ont un tout petit peu, eux, devancé les étapes, parce que dès les années 2000, il y a eu vraiment un gros mouvement en Flandre au niveau des associations de défense au droit à l'assistance sexuelle. Et donc, en Flandre, il y a eu une subvention assez rapidement de services, donc beaucoup plus tôt que nous,
c'est une culture anglo-saxonne, hein. C'est vraiment très différent, c'est marrant de voir. Donc nous, la Wallonie, on est plus de culture latine, on est un peu comme vous, à la traîne, mais un peu plus facile parce qu'on a quand même l'exemple qui vient d'en haut. Vous voyez, tu vas fumer un pétard en Hollande, ça va, c'est bon, ça t'ouvre les chakras. Mais le côté un peu... donc la Flandre a rapidement, elle, commencé à réfléchir à l'assistance sexuelle et à essayer de mettre en place des structures. Et donc ils ont mis en place Aditi, qui est vraiment une organisation qui a assez volontariste, qui a commencé à mettre en place des formations pour les assistants sexuels, qui met en place toute une structure d'accompagnement, de réflexion, donc de conseils personnalisés, donc individualisés. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est personne par personne. Il n'y a pas par structure un truc qu'on doit faire pour tout le monde. Non, c'est individuel. Comme on disait tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont pas de ressenti de besoins sexuels, mais qui sont quand même besoin de relations et d'affection. Et donc, il faut vraiment que c'est de la dentelle, c'est pas un supermarché, c'est vraiment quelque chose qui doit être structuré de manière individuelle. Donc, c'est des conseils personnels par rapport à chaque individu. C'est une expertise aussi pour former les assistants sexuels. C'est une expertise et un soutien pour les institutions. Donc, aller voir dans les services comment mettre en place une vraie politique qui ne soit pas normative, qui ne soit pas réglementée, qui soit très respectueuse de la participation sociale et du droit des personnes en situation de handicap, et une sensibilisation de la société. Mais en Flandre, les personnes ont un budget d'assistant personnel. Et ce budget, ils le dépensent comme ils veulent. Donc s'ils veulent aller au pute, ils peuvent en Flandre. Et c'est payé par le budget d'assistant personnel. Donc c'est vraiment une ouverture d'esprit beaucoup plus large que ça. Et grâce à cette avancée de mentalité flamande, on a en Belgique la légalisation de la prostitution. Et donc maintenant, les prostituées ont un statut d'indépendant et n'ont plus de problématiques. Donc ça a réglé énormément de choses par rapport à l'assistance sexuelle, puisque tu tombes plus. Et il y a eu, merci les conseils de tout à l'heure, une clarification très grande par rapport au proxénétisme. Et donc le proxénétisme, c'est de la traite d'êtres humains, c'est quand personne ne veut et que ça se passe très très mal. Mais si on met en contact deux personnes et que tout le monde est content et que ça fait du bien, ce n'est pas du proxénétisme. Et donc c'est vraiment intéressant comme démarche. Et donc c'est assez nouveau, hein, donc on attend de voir ce que ça va faire comme effet par rapport à notre réalité. Voilà, pour le côté flamand, donc aussi on peut noter que Sensoa, donc le centre d'expertise flamand, donc la Flandre vraiment délègue à des associations un peu toute la gestion de la problématique, et puis après, quelques années plus tard, dit oui, ça a marché, donc on légifère. Donc, ou c'est un peu l'inverse en Wallonie, mais les deux systèmes fonctionnent, donc voilà, partout s'en plaint pour l'instant. Alors par contre, il faut vraiment être très très attentif à ça, c'est que le polyhandicap, quand je vous écoute, ça englobe énormément de personnes très différentes. Nous, ce qu'on a essayé, c'est d'essayer tu peux montrer, de rester sur donc la définition INSERM. C'est celle qui a été adoptée par la dernière expertise INSERM polyhandicap. C'est vraiment un désordre, une malformation arrivée sur un cerveau en développement. Donc c'est dans les 2 ans de l'enfant. Quand ça arrive après, c'est autre chose. Avec une déficience intellectuelle sévère à profonde, une déficience motrice grave, de l'épilepsie, de l'altération de la communication, d'autres pathologies éventuelles, des troubles sensoriels. Et donc ça entraîne effectivement c'est pas très loin de votre définition, hein, seulement c'est beaucoup plus précis. Alors on a eu un gros débat entre experts parce que, comme chez vous, le polyhandicap, l'étiquette polyhandicap, et comme me disait une personne handicapée, les étiquettes c'est pour les pots de confiture, c'est pas pour nous, mais n'empêche que chez vous, l'étiquette polyhandicap ouvre des droits. Et ça, c'est vraiment embêtant parce que le médecin, il a intérêt à être très large
pour que les personnes aient des droits. Et donc, vous mettez un peu dans un fourre-tout polyhandicap, ce que nous, on ne met pas, parce que le polyhandicap, c'est vraiment cette limitation extrême. Sinon, on est dans les personnes avec infirmité motrice cérébrale, on est avec des personnes où IMOC, on est dans la cérébrolésion, les traumatisés crâniens. Enfin, il y a vraiment tout un panel de personnes qui sont dans les handicaps de grande dépendance, mais qui ne sont pas polyhandicapées. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que dans le polyhandicap, l'accès justement à cette relation affective est démesurément importante. L'accès au niveau relationnel est important. Par contre, on est vraiment sur un fil de rasoir par rapport à cette notion d'accès à la sexualité. Oui, ils peuvent se masturber quand ils y arrivent. Oui, ils peuvent se masturber jusqu'à se faire mal. Oui, ils peuvent effectivement avoir des envies, des besoins, mais il faut quand même analyser est-ce que la personne a une conscience de soi suffisante, parce que tu peux très bien ne pas avoir une conscience de soi, mais quand même arriver à trouver ce qu'il faut faire pour avoir bon, quoi. Donc c'est pas du tout la même chose. Et donc la notion de conscience de soi et la notion de conscience de l'autre, elle est assez essentielle, parce que ça veut dire que les moyens que vous allez mettre en place pour aider la personne, ils sont différents. C'est pour ça que je disais que c'est de la dentelle, c'est pas du prêt-à-porter qu'il faut faire. C'est vraiment individualisé, parce que sinon, effectivement, on risque effectivement de rentrer dans des abus. Voilà, oui, j'ai compris. Donc, en conclusion, c'est vraiment ça. On a fait de grands progrès par rapport à toute cette problématique. Et c'est vrai que le fait d'avoir légalisé la prostitution, ça a aidé énormément, parce que là, on ne se pose plus de questions. On est dans la légalité, il n'y a plus de problématique. Mais ce que je voulais quand même vraiment dire, et c'est un peu en écho ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la sexualité, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. En gros, masturber quelqu'un qui ne vous a pas demandé, ça ne se fait pas. Voilà. Que cette notion de communication, elle est essentielle, mais que pour pouvoir comprendre des choses, parfois, il faut avoir l'accès au symbolisme. Quand il n'y a pas l'accès au symbolisme, alors donc, il faut toujours être attentif à ces risques d'abus sexuels ou de projeter sur l'autre ses propres désirs, envies ou représentations. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et alors, j'ai compris qu'il fallait une citation. Moi, je vais aller chez Michel Audiard, parler de nous. Un intellectuel assis va beaucoup moins loin qu'un con qui marche. Merci beaucoup. Et bien évidemment, vous restez avec nous cet après-midi et donc vous aurez également l'occasion de pouvoir croiser nos amis belges. Je vais demander à Frédéric de venir sur scène. Bonjour, alors Frédéric Damant, je suis directrice du pôle sanitaire et qualité sur la EIM. Alors l'approche éthique de la vie relationnelle, affective, intime de la personne polyhandicapée, j'avoue, j'en ai un peu voulu à Corinne quand elle m'a demandé... De rien. Voilà. Juste après, avant le repas, on va essayer de maintenir votre attention. Durant les différentes interventions de la matinée, nous avons vu que chaque action, chaque réflexion menée, chaque projet est réfléchi dans une logique de bien agir. Il s'agit donc d'apporter une réponse singulière au plus près du besoin ou de la demande, de respecter les souhaits de la personne, d'avoir une perception adaptée du risque. Quels sont les enjeux pour la personne? D'agir en respectant le cadre législatif, de privilégier l'autodétermination, qui est, dans ce cas précis où nous sommes en présence de personnes en situation de polyhandicap, un véritable défi qui nous oblige, en tant que professionnels, à nous doter d'outils personnalisés, à faire preuve de disponibilité, de patience, d'empathie, bref, d'humanité. Et pourtant, être face à ces personnes en situation de polyhandicap suppose de savoir comment faire la promotion de l'autodétermination et se positionner dans la co-construction de leurs projets personnalisés. Comment promouvoir le respect de leurs droits et libertés lorsque le polyhandicap ne permet pas ou ne facilite pas une expression des besoins?
Comment décoder un regard, une attitude, une mimique, une expression, et se dire que nous avons respecté au mieux ce qu'essaye d'exprimer la personne? Comment ne pas être dans une situation de tension, de conflit, qui va créer non seulement un mal-être au travail pour le professionnel, mais également une non-prise en considération et une non-réponse aux besoins de la personne. Tous ces questionnements nous placent effectivement dans une posture respectueuse d'une éthique de l'accompagnement, y compris de celui de la vie relationnelle, affective, intime de la personne polyhandicapée. En préface de l'ouvrage « Manager l'éthique en ESMS », Michel Laforcade écrit « Chaque approfondissement d'une problématique donnée, chaque prise de conscience nouvelle issue d'une interrogation intérieure fait progresser la démarche éthique. » En effet, la grande vulnérabilité des personnes que nous accompagnons dans leur parcours de vie, leur difficulté souvent à s'exprimer en leur nom propre, à défendre leurs intérêts et leur intégrité, nous conduisent au quotidien à prendre des décisions les concernant. Chaque situation amène alors une réflexion, convoque des approches et des points de vue qui entrent parfois en concurrence. C'est là qu'intervient toute la complexité, mais aussi toute l'expertise du savoir agir en situation. Que là où les compétences mobilisées soient individuelles ou collectives. La connaissance de la personne, de ses habitudes de vie, est essentielle. Pour autant, il ne s'agit pas de mettre en place ce que j'appellerais un simulacre de protocole que nous respecterions sans nous poser davantage de questions. Je rebondis sur le quart d'heure tout nu de tout à l'heure, qui a le mérite d'exister, hein, mais voilà, il faut sans cesse, être dans l'adaptation à l'autre, dans sa situation de sujet. Savoir reconnaître les moments de bien-être, de douleur, de souffrance, de peur, là est le véritable challenge des équipes qui accompagnent les personnes en situation de handicap et de polyhandicap, d'autant plus sur un sujet aussi intime que la vie relationnelle et affective. Pour le Haut Conseil du travail social, la démarche éthique consiste à mettre en débat les tensions vécues, les enjeux analysés et les valeurs de référence engagées concrètement dans certaines situations. Dans une réflexion éthique, chaque professionnel est invité à définir ce que sont le geste juste, la parole juste, le silence juste. Toujours en préface de l'ouvrage cité précédemment, Michel Laforcade écrit aussi « L'éthique ne se décrète pas, et pourtant la hiérarchie institutionnelle a sa part de responsabilité. Comment être fidèle à ses valeurs sans nier le principe de réalité? Comment entendre l'éthique de l'autre sans renier la sienne? » Alors, de quoi parlons-nous quand nous parlons éthique? Il peut s'agir d'une démarche de distanciation, d'un questionnement sur les pratiques, ou encore d'un processus d'examen critique des différentes options d'action pour parvenir à une prise de décision qui prenne en considération la singularité de la situation. En quelque sorte, une sagesse pratique. La démarche éthique vise donc à mettre la personne concernée par l'action au centre des préoccupations et à construire avec elle et pour elle la réponse la plus juste et la plus adaptée à son épanouissement. Nous l'avons abordé également, la pratique éthique nécessite la reconnaissance de l'autre comme sujet dans la réciprocité des libertés de chacun. Alors, à quoi pensez-vous quand je vous dis que nous pouvons également faire référence aux valeurs comme fondement d'une démarche éthique? Quelles valeurs pourraient vous venir à l'esprit quand on parle d'une démarche éthique? Le respect,
la bienveillance. Donc le respect, le libre arbitre, l'intégrité, la tolérance, l'honnêteté, les droits de l'homme, la confidentialité, la disponibilité, l'engagement, l'intégrité, la discrétion. On peut en faire une liste assez longue. Mais pour autant, avoir des valeurs n'est pas suffisant. Encore faut-il les incarner dans l'action et les mettre en pratique. Nous en avons tous conscience dans nos exercices professionnels respectifs, l'approche éthique concernant la vie relationnelle, affective, intime de la personne en situation de polyhandicap est un sujet complexe et sensible. Pour autant, et au vu de tout ce qui a été partagé sur cette première partie de journée, nous pouvons identifier quelques points essentiels pour se situer dans un accompagnement éthique. Je citerai le respect du consentement, le droit à l'intimité et la protection de cette intimité, la formation des professionnels et des aidants, l'organisation d'actions d'éducation à la vie active, à la vie affective et intime pour les personnes en situation de handicap, le respect du cadre juridique, une évaluation personnalisée des besoins individuels et des attentes, une communication adaptée et également créer un environnement de confiance. Je vais maintenant partager avec vous le projet que nous déployons en termes d'approche éthique à l'AEIM. Conformément à son projet associatif global, l'AEIM a décidé d'intégrer dans ses organisations politiques, organisationnelles et professionnelles des espaces de réflexion éthique au bénéfice de la personne accompagnée. Tout ça en référence à la définition de la bientraitance de la HAS que je vous rappelle. La bientraitance est une démarche globale de prise en charge du patient ou de l'usager et d'accueil de l'entourage visant à promouvoir le respect de leurs droits et libertés, leur écoute et la prise en compte de leurs besoins, tout en prévenant la maltraitance. La finalité de ces démarches est en fait d'intégrer la réflexion éthique dans tous les lieux de la pratique professionnelle. Il s'agit bien d'une éthique de l'accompagnement, de tous les accompagnements, et l'accompagnement en santé sexuelle en fait partie. Alors oui, ce sujet est un sujet encore tabou, trop souvent perçu sous le seul angle du risque, alors que, comme vu ce matin dans les différents témoignages, il s'agit en première intention d'une source de bien-être et d'épanouissement. Et je fais un rappel à la définition de l'OMS. Alors, dans la mise en place de notre projet, nous avons sollicité le soutien des professionnels de l'EREJ, Espace de réflexion éthique Grand Est, afin de nous appuyer sur des experts et nous sentir en légitimité, autant pour être garant des axes de travail identifiés que pour mener à bien ce projet. Nous nous appuyons également sur un autre document dont a parlé aussi la collègue tout à l'heure. C'est la charte de la vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap qui affirme la volonté associative de faire évoluer l'accompagnement en santé sexuelle et la mise en place d'espaces de réflexion éthique. Je vous ai photocopié des chartes, version flyer, version A3 et aussi traduite en FALC. On les trouvera cet après-midi au niveau des ateliers. Cette charte a été réfléchie comme un recours, une référence pour chaque professionnel, chaque personne accompagnée, chaque famille ou chaque aidant. L'objectif étant que chacun puisse se l'approprier, l'appliquer et respecter les valeurs qui y sont citées. Surtout, qu'elles ne restent pas en l'état de simple déclaration d'intention. Nous avons également continué à étoffer notre offre de services en termes d'accompagnement en santé sexuelle grâce à l'intervention de partenaires experts comme le Centre de santé sexuelle de Lunéville, du GEM de Lunéville, le Centre ressources intime Agir. Mais il est vrai que nous nous sommes orientés en première intention vers les enfants, les adolescents, les jeunes adultes. Nous allons maintenant nous préoccuper également de l'accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissante et des personnes en situation de polyhandicap.
Comme illustré ce matin lors de la table ronde sur les retours d'expérience, les prémices en sont posées avec un projet dédié au sein de la résidence Lucien Gillet. Les différents témoignages, interventions, ateliers de cette journée seront des leviers dont nous pourrons nous inspirer et des ressources que nous allons mobiliser. Voilà ce que je voulais partager succinctement avec vous sur l'approche éthique de la vie relationnelle affective intime de la personne polyhandicapée. Une autre ressource que nous avons depuis février, et ce pour 1 an pour l'instant, c'est le recours à notre IDE référente en santé sexuelle, Madame Stéphanie Honoré. Je lui passe la parole. Merci Frédéric. Elle avait bien travaillé. Céline, elle me fait. Vous avez faim. Alors le sujet éthique, comme Frédéric le décrit, c'est tellement complexe, sensible, mais tellement intéressant sur le terrain. Et il me paraît pertinent de partager avec vous l'expérience du terrain, de ce que je peux voir, partager ou entendre au niveau de nos établissements AEIM. Est-ce que je parle assez fort ? Alors, et finalement, quand on parle d'éthique, c'est plutôt en termes de questionnement que nous pouvons aborder la question de l'éthique en matière de vie intime, comme le dit Frédéric. J'ai assisté plusieurs fois à une formation que donne Sébastien de Herper, le sexologue avec lequel je travaille au Centre de santé sexuelle. Cette formation, en premier lieu, il passe plus d'une demi-journée à déconstruire les idées reçues, les préjugés, les croyances. Et son intention, c'est de minorer la morale et son impact sur nos éthiques professionnelles, en fait. Personnelles et professionnelles. Et j'ai vu à plusieurs reprises comment les professionnels se détendent et s'ouvre au fur et à mesure que la notion de sexualité est abordée de façon positive, loin, en fait, des préjugés et des idées un peu conformistes. Les professionnels se détendent. Ça a été évoqué déjà par vous, madame. Nous savons tous qu'en matière de santé sexuelle, on est influencé par beaucoup de choses, mais aussi dans notre vie professionnelle, finalement. L'approche religieuse, culturelle, je ne répète pas pour gagner quelques minutes, mais nos convictions professionnelles, elles ne sont-elles pas aussi influencées par tout ça ? C'est une question éthique. En tant que professionnel, est-ce que se questionner sur nos pratiques ne nous met pas déjà dans un positionnement éthique, en opposition avec la posture du sachant ? Madame Sugère, Madame Sablon, elles le décrivent tellement bien dans leur questionnement. Et ces questionnements ne sont-ils pas plus importants, plus questionnants lorsqu'on travaille avec la personne polyhandicapée, déficiente, vulnérable, dyscommunicante, lorsque le rôle des professionnels, il navigue finalement entre droit et liberté, surtout en matière d'intimité finalement. Alors, les questionnements, je ne vais pas les reprendre parce que ce sont ceux de Madame Sugère et de Madame Sublon. Ce sont les mots des professionnels qu'elle rapporte très bien, tous ces questionnements. Et on est toujours positivement interpellés, nous, en tout cas, dans le travail qu'on mène à l'AEIM, face à ces professionnels qui se questionnent sur leurs pratiques, et c'est riche. Et c'est riche parce que ça tend toujours vers le bien agir envers l'usager. Alors, se questionner seul et en équipe sur nos pratiques professionnelles, c'est être déjà, finalement, dans l'éthique. Le travail que nous menons à l'AEIM avec Frédéric Damant, soutenu par la volonté associative, est une réflexion, un chemin multipartenaire, multi-éclairage, merci de l'éclairage d'aujourd'hui, par tous les témoignages, qui tente toujours un peu plus d'accompagner au mieux la personne en situation de vulnérabilité vers plus d'autonomie et d'accès à une vie réjouissante, si je peux me permettre d'utiliser cet adjectif.
J'ai pas de citation pour finir. Je ne peux qu'améliorer, alors. Et par contre, je vous souhaite un bon appétit. C'est une belle citation. Merci beaucoup.